Bonjour, merci à toutes et à tous d'être là. Bonjour, je m'appelle Robert Herra. Je vais vous faire donc une presse sur machine learning et cybersécurité. Un petit tour d'horizon. Le plan approximatif, hein, en principe, j'ai calculé pour qu'on ait le temps d'aller jusqu'au bout. Donc, petite introduction à une définition du machine learning. Ce que moi j'appelle la révolution constituée, comme on le verra, de deux sous-révolutions. Une présentation rapide des algorithmes sans formule mathématique, uniquement à partir d'images qui expliquent le résultat qu'on attend. Un petit détour par les réseaux de neurones artificiels. Euh, Quelques conseils, tout à fait, c'est ma vision personnelle, hein, de ce qu'on peut faire quand on a un projet d'IA en cyber. Et comme application, je présenterai ce qu'on peut faire, ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire sur clusterisation de malware à grande échelle dans un projet dit rapide déjà, ou déjà rapide. Alors donc, vu le public, je me suis dit que j'allais faire une conférence qui s'adresse à des non-spécialistes de l'intelligence artificielle. Je vous encourage vivement à aller essayer dès que vous pourrez, parce que comme je le dirai et j'espère vous le prouver plus tard, le ticket d'entrée est devenu quand même assez raisonnable. Alors, grande question, l'IA va-t-elle bouleverser la cybersécurité? Ma réponse est oui, d'un point de vue positif ou d'un point de vue négatif. Donc, aujourd'hui, je me concentre sur la vision optimiste. Je laisse la vision pessimiste à d'autres. Et j'ai essayé de mettre trois objectifs sur le tapis. Premièrement, présenter rapidement quelques algorithmes de l'IA. Il faut démystifier et démythifier. Il n'y a pas vraiment grand-chose de compliqué dans les algos qu'on peut trouver sur Scikit, Keras, Co. Deuxième objectif, c'est présenter notre vision. Quand je dis notre, c'est la vision de l'équipe qui a fait le projet Viral Studio sur la clusterisation de malware à grande échelle. Il y a plein de problèmes que vous allez découvrir qui dépendent du projet que vous avez, qui dépendent de la question que vous êtes posée. Et je terminerai par cet exemple. Petite citation de Alan Turing que j'adore, enfin Turing et la citation. Et donc, il y a 5 ans, j'ai retrouvé ce texte, hein, écrit il y a 5 ans, et je pense qu'on va avoir le même problème avec le FIC 2024. Hein. Il y a 5 ans, donc tout le monde parlait dans les allées du FIC de machine learning, IA, alors ça dépend quel vocabulaire on utilise. Mais quand vous leur posez des questions très précises, vous vous rendez compte que si vous avez un commercial en face de vous, il ne sait pas dire autre chose qu'il y a de l'IA, évidemment. Je ne vais pas citer d'entreprise, ça ne serait pas sympa d'en cibler une. La question, c'est pour moi, l'IA, c'est pas un mot magique, hein. Il y a des algos, on peut enchaîner des algos, et à un moment, il faut savoir ce qu'on met en entrée et ce qu'on peut obtenir en sortie. Et en général, en tout cas il y a 5 ans, il y avait très peu de boîtes réellement qui, pour moi, faisaient de l'IA. On peut citer CrowdStrike, qui a un très très bon département de recherche. Là, on peut dire qu'ils font de l'IA. Donc la question, c'est, comme on le voit souvent, faut-il un supercalculateur, des docteurs en mathématiques? Et ma réponse en rouge, là, elle est juste en un mot, non. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'est complètement démocratisé. C'est même assez génial de voir qu'on peut faire des expériences qui auraient fait rêver les chercheurs spécialisés il y a 30 ans. Je rappelle le même exemple. Un réseau de neurones pour la fonction XOR, 2 bits en entrée, 1 bit en sortie. 6-7 pages de Mathematica. Donc déjà Mathematica avec les packages, hein, ça veut dire probablement quelques milliers de lignes de C derrière. Aujourd'hui, vous le faites en moins de 6 lignes sur Scikit. Voilà. Ça, là, j'ai appuyé sur en bas, il est quand même revenu en arrière. Enfin bref. Machine learning, je termine avec ça pour cette partie. Apprentissage automatique, apprentissage machine. Moi, je trouve qu'apprentissage machine, c'est un peu ambigu, même si machine learning, c'est plus commercial, c'est joli quand même. Alors, c'est quoi l'idée? Ben, c'est découvrir des schémas, ce que vous faites généralement quand, par exemple, vous analysez des données à la main. Euh, il y a plein d'exemples où on peut se dire, vous prenez Pasteur, par exemple, quand il s'est mis à analyser la rage, il a trouvé un schéma, on s'est dit, tiens, si je fais ça, peut-être qu'il va se passer ça. Bon, d'accord, il a fait des expériences sur des enfants sans leur demander leur avis, mais bon, ça a donné un vaccin. Voilà. Donc un schéma, c'est un motif récurrent dans un ensemble de données. Nous,
en IA, enfin, tous ceux qui font de l'IA ne travaillent que des données, souvent numériques. Et donc, il y a un petit passage en général dans certains exemples. Par exemple, pour les malwares, à un moment, on s'est dit, tiens, on va prendre la table des exports, la table des imports, ou même les gifs qu'il y a dedans. C'est pas vraiment du numérique, ça. Donc, il faut les transformer en numérique. La bibliothèque Keras le fait très bien. Il y a une fonction qui prend des mots et qui vous les transforme en nombres. Pourquoi? Parce que quand vous faites un réseau de neurones, c'est obligatoirement des nombres. Donc, ça peut être des noms qui représentent des nombres, évidemment. Ça peut être des mots, des images, des fichiers PCAP, des logs, tout ce que vous voulez. Et même des comportements, si vous arrivez, par exemple, à modéliser ce qu'une application fait sur un système Linux. J'ai co-encadré une autre thèse qui faisait ça. À un moment, on a essayé de modéliser ça sous forme de comportements pour détecter des comportements, entre guillemets, anormaux. Ça marche très très mal, en fait. Bon, la thèse s'est arrêtée. On aurait pu dire, quand continuons un peu, on aurait pu y arriver, mais en fait, ça marchait mal. Je pense qu'on n'avait pas pris dans cet exemple la bonne approche. Voilà, donc, moi j'aime beaucoup Google DeepMind, hein, je le reconnais. Si vous voulez avoir une idée de ce qui se fait de mieux aujourd'hui, ben, vous allez regarder ce qu'ils font. Après AlphaGo, ils ont fait AlphaFold. D'après les biologistes qui s'en servent, ils disent que ça leur a fait gagner, alors ça dépend, 50 ans, un siècle, 2 siècles. Euh, c'est juste que ça fait gagner beaucoup de temps de calcul. Avant, il fallait des mois et plein de spécialistes pour comprendre la structure d'une molécule. Aujourd'hui, ils peuvent faire ça en 20 minutes. Oui, mais AlphaFold a été fait par DeepMind. Création de DeepMind, 40 docteurs de toutes spécialités par 5 personnes, dont 3 ont gagné, si je me souviens bien, 10 fois le concours hallucinant. Vous avez 5 jeux pendant une semaine et vous avez les échecs, le Go, le machin. Et dans les fondateurs, il y en a 2 qui, à eux tout seuls, ont gagné 8 fois en Angleterre. J'ai essayé, c'est très compliqué. Et en plus, il y a tous les ans, il y a un ou deux nouveaux jeux auxquels il faut s'adapter. Donc, en gros, c'est une bande de petits génies. Et là, ils ont fait Fun Search parce que ça fait un moment qu'on l'attendait. Peut-on appliquer à un domaine particulier les outils qui font que ChatGPT fonctionne? Bah oui. Moi, je pense d'ailleurs, j'ai pas osé le mettre parce que j'aime pas mettre des prédictions, mais je pense que dans 3, 4, 5 ans, peut-être moins, vous aurez une bonne carte NVIDIA, vous pourrez faire votre LLM sur votre sujet préféré. Vous êtes un spécialiste de la pêche à la carpe, vous pourrez avoir votre LLM, le calculer chez vous. Vous allez prendre un modèle préexistant, comme on dit, précalculé. Vous allez lui fournir les données et puis vous aurez votre LLM en ligne. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et là, ils ont fait Fun Search. Alors, comme son nom ne l'indique pas, c'est pour les mathématiques. Et je crois que le dernier résultat, c'est 75% de réponses exactes au concours équivalent du concours général en France. Ce qui est assez remarquable parce que ChatGPT, je ne vais pas taper dessus, hein, je l'aime bien. C'est intéressant de l'utiliser pour voir ce qui se passe, mais ChatGPT et les mathématiques, ça fait deux. Hein, c'est pas vraiment, il ne comprend pas. Vous lui demandez de reformuler une conjecture célèbre, enfin qui pour moi est célèbre, mais pas pour tout le monde. La conjecture d'Erdős-Strauss qui parle de fractions, il dit c'est la somme de trois entiers. Je lui dis non, c'est des fractions. Il dit ah oui. Et puis il ne vous dit pas trois, il vous dit deux. Donc je sais pas pourquoi il est assez mauvais, parce que je pense ils l'ont pas nourri globalement assez. Alors oui, c'est une révolution. Il y en a deux, pour moi, qui font la grande révolution. C'est la puissance de calcul. Hein, je ne vais pas reprendre tout le texte que j'ai dit, je vais le dire oralement. Une carte Nvidia aujourd'hui, allez, vous prenez 2500 euros. Elle fait 2,5 kg, elle est refroidie à l'air liquide avec un petit ventilateur et elle fait 11 teraflops. Donc 11 teraflops, ça fait 11 000 milliards. Elle est censée être capable de faire 11 000 milliards d'opérations à la seconde si vous savez la programmer. Ça, si vous passez 6 mois à la programmer correctement. Vous voulez pas passer 6 mois, vous prenez 1%, ça vous fait 675 000 fois plus de calcul en une seconde que le Cré 1 qui pour moi est le plus bel ordinateur de tous les temps, refroidi au fréon liquide à moins 170 degrés, 9 millions de dollars, 5 tonnes 5, et il lui fallait une salle antisismique pour fonctionner. Voilà. Vous avez un Cré 2 d'ailleurs au musée des sciences, mais il n'y a pas le fréon liquide dedans. Donc il fallait une semaine pour le vider, pour faire la mise au point. Il venait avec un camion parce que il fallait un habit de cosmonaute pour le faire. Aujourd'hui, si vous arrivez à acheter une carte Nvidia, vous la branchez
Et vous avez un supercalculateur qui aurait fait rêver n'importe quelle puissance étrangère des années 80. Et les données, j'étais un peu vite. Oui, les données. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui beaucoup de données. Il faut des données, la puissance de calcul est insuffisante, et ça s'est donc démocratisé. Pour moi, même si vous n'avez pas de carte, alors il y a Nvidia, il n'y a pas que Nvidia, hein. Si vous n'avez pas de carte GPU, vous pouvez le faire avec un cloud. Alors, moi, j'ai un élève qui a fait ça il y a 3 ans, je crois. Je lui ai demandé de faire un gros calcul sur des graphes qui regardaient ce qui se passait dans BGP, enfin bon, bidule, machin. Puis à un moment, je lui dis, waouh, les résultats sont pas mal. Je t'ai fait comment? Il me dit, j'ai pris 1000 VM. On a un accord. L'école avait, c'est l'école où j'étais avant, donc je la cite pas. Je vais pas leur faire de pub gratuite. Il dit, ben voilà, j'ai regardé, c'était pas cher. Genre 1 centime la VM, j'en ai pris 1000. Je les ai fait tourner 2 jours. Et il avait fait un poster avec des choses assez remarquables. Euh, un étudiant hein, de 4e année d'école d'ingénieur. Je pense qu'un ingénieur diplômé devrait être capable de s'y mettre. Alors, les algorithmes. J'adore cette phrase, hein, je l'ai casée plein de fois. C'est une phrase, elle a disparu, mais c'est pas grave. C'est une phrase de Leibniz qui dit ne nous disputons pas, calculons. Et je pense que calculons, il faut le traduire par discutons. Mais moi, j'ai mis calculons. Alors, les grandes problématiques du machine learning, hors le grand langage grand modèle de langage, clusterisation, classification, régression linéaire. Alors ça, c'est le truc le plus ancien, hein. La régression linéaire, ça date de la fin du 19e et ça a été formalisé au 20e. J'ai même pas mis d'image d'ailleurs, hein. C'est vous avez des points dans le plan, puis vous voulez par exemple à droite des moindres carrés. Ça se complique un peu quand vous avez une dimension 1000 et que vous voulez l'hyperplan des moindres carrés, mais mathématiquement c'est exactement la même chose. Ça marche très très bien pour des très très grandes dimensions. C'est assez ancien, mais c'est un outil qui, si j'ai compris, n'existe pas vraiment dans le chat GPT. Et donc vous avez clusterisation, classification, avec une ambiguïté qui est le mot classification en anglais a pas le même sens qu'en français. Il est possible, d'ailleurs, je me trompe quelquefois. Voilà, donc, si vous voulez comprendre ce que c'est le machine learning, il faut comprendre que le verbe to learn, ça j'ai découvert pas par ChatGPT, par un dictionnaire bête et méchant, arabe, ça peut se traduire par deux choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas seulement apprendre, c'est aussi étudier. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on a lancé notre projet de classification de malware à grande échelle, on s'est dit, ah, moi j'étais là, bah, je vais prendre les algos que je connais, paf, on les met et tout, puis le résultat était pourri. Parce qu'en fait, comme on va la voir après, il faut choisir des caractéristiques de vos données. Donc en fait, il faut les comprendre. Moi, j'ai même mis quelque part, il faut les apprivoiser. Il faut les nettoyer, enfin, il y a plein de choses à faire, il faut les pré-traiter, sinon vous aurez mettez du bruit en entrée, vous aurez du bruit en sortie. Ça veut dire que vous devez réfléchir à ce que représentent réellement vos données. Les principaux algorithmes de Scikit, alors Scikit, c'est la boîte magique qui se télécharge en 10 minutes, même pas, si vous avez une bonne. Bon, il y a plein de choses dedans. Ça, c'est la version d'il y a 4 ans, 3 ans, pardon. Donc, vous avez classification en anglais, clustering, moi, c'est ce que je préfère chercher. Et puis des anciens algos hein, qui sont quelquefois modernisés, hein, par exemple ElasticNet Lasso, c'est de la régression, mais alors très complexe, avec des algos où il faut des hyperparamètres très compliqués. Donc en général, ça marche jamais quand vous le lancez. Il faut apprendre vos données pour trouver les fameux hyperparamètres. Clustering, c'est sur quoi je vais baser mon exemple. En gros, vous avez des données, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être des vidéos, des images, à la limite des clés RSA, mais ça marche pas avec les clés RSA, j'ai déjà essayé. Et puis vous voulez faire des groupes, donc des classes d'objets qui, on va dire, se ressemblent en fonction de l'idée que vous faites de vos données. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que deux images se ressemblent? Vous rajoutez un à tous les niveaux de gris, vous avez une image en noir et blanc, en niveau de gris, vous rajoutez un à tous les pixels. Pour un être humain, l'image ressemble comme de goutte d'eau à celle d'avant. Si vous faites la norme euclidienne des deux vecteurs que vous avez linéarisés, bah, vous aurez une très grande valeur. Vous rajoutez 10, vous allez dire les images numériquement sont très loin. Donc, il faut autre chose. Donc, c'est à vous de chercher cette fonction de comparaison, qu'on appelle souvent fonction de similarité, parce que l'idéal, c'est d'avoir une distance. Vous dites, voilà, j'aime bien une distance, parce que la distance, ça dit que la distance de x à x, ça fait 0. Ça dit que c'est symétrique. De x à y, c'est la distance de y à x. Puis surtout, ça vérifie l'inégalité triangulaire. Mais quand vous
Quand vous utilisez des objets comme des images, vous allez prendre des vecteurs de caractéristiques. Images, vous pouvez remplacer par malware, fichier, n'importe quoi. Ou code source d'étudiants, par exemple, si vous cherchez des fraudeurs, c'est ce qu'on fait en ce moment. J'ai utilisé tout ce qu'il y a là pour faire un super logiciel de détection de fraude. Parce que j'en ai marre que les élèves pensent qu'on ne va pas le voir. Bah, vous allez définir qu'est-ce qu'un programme en C pour un élève de première année. Le nombre de lignes, le nombre de caractères, le nombre de if, le nombre de mots-clés, tout ça. Il faut que ça soit des nombres. Et après, vous allez les clusteriser. Et les fraudeurs, ben, ils vont être dans le même groupe, dans la même classe. Ça marche très très bien. Il y a Dolos en ligne, vous avez qu'à la regarder. Ça marche très très bien. Ils trouvent systématiquement, enfin, on a fait le conseil de discipline la semaine dernière, ils ont même pas dit, je dis voilà, vous avez fraudé, je dis oui, on sait. Voilà. C'est quoi la sanction? Conseil a duré 5 minutes par étudiant. J'ai même pas besoin de dire que j'ai utilisé 3 logiciels d'IA. J'étais un peu frustré. Le premier, en fait, avait fait le job. J'aimerais bien qu'il avance en avant. Ah oui, voilà. Les réseaux de neurones artificiels. Alors, j'ai rajouté artificiel parce qu'en français, on dit ça. Moi, je dis réseau de neurones. Ça a été la star il y a quoi, 2004, 2005. Alors, c'est ça qui a provoqué la vraie révolution, je dirais, à la fois commerciale et dans les centres de recherche. C'est cet objet étrange, là, vous avez en entrée des données, en sortie des données, donc tout est numérique, hein. Ça représente des nombres. Les flèches, ben, c'est les calculs qui vont avoir lieu. Et donc, vous dites, bah, je veux un réseau de neurones, par exemple, qui prend 2 bits en entrée et qui me donne 2 bits en sortie. Ça peut être n'importe quoi. Donc, vous allez l'alimenter. Et puis, vous allez prendre une boîte noire comme Scikit ou Keras et vous allez lui demander de calculer ce qu'il y a en rouge. Ça, c'est un réseau très simple hein, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, demandait déjà beaucoup de calculs. Vous remplacez 2 par un, ben, ça peut servir à la fonction que sort ou n'importe quelle fonction avec 2 bits en entrée. Ça marche bien. Et là, vous avez 2 couches. Et en fait, le mot deep learning vient du nombre de couches. C'est-à-dire que jusqu'à 2004-2005, c'était très compliqué de faire un réseau de neurones avec 10 couches. Encore plus compliqué de faire un réseau de neurones avec 10 couches qui sont très grandes. Et en 2005, il y a eu, comme quoi même les spécialistes, c'est difficile de faire des prédictions. En 2005, il y a eu un colloque, le gros colloque d'IA à l'époque, et il y a 3 personnes qui ont dit, il faut qu'on regarde ce qu'ils appellent maintenant le deep learning. Donc pour pas les nommer, c'est Lequin, Bengio et Hinton, qui sont tous retrouvés au Canada à un moment donné. Et ils ont dit, ils ont demandé aux organisateurs du colloque une salle. Et on leur a dit, ça marche pas votre truc, ça sert à rien. Et on leur a refusé, imaginez, hein, on leur a refusé l'organisation d'un workshop. Et donc la légende dit, mais j'ai vérifié, il y a plein de gens qui disent qu'ils étaient là, enfin, le bus de 50 places contient officiellement 4000 personnes aujourd'hui. Ah, ils étaient tous dedans. Ils ont donc loué une salle au centre-ville, ils se sont réunis et ils ont dit, c'est bon, maintenant ça commence à marcher, ça serait bien de l'expliquer à tout le monde. Pourquoi? Les cartes Nvidia, ils ont compris en même temps, parce ils se connaissaient tous à l'époque, ils ont compris qu'il y avait assez de données. Il y avait le ministre qui venait de mettre en ligne ces fameuses images de digits que tout le monde connaît aujourd'hui. Bon, à l'époque, il fallait 30 ingénieurs pour faire tourner le truc, hein. Aujourd'hui, vous le faites en TP de 4e année. Dans Scikit, tout est prêt, hein. Vous faites load ministre, je sais plus comment s'appelle la fonction. Vous téléchargez les images, soit 60 000 si vous avez une super machine, soit 1386 si vous avez une petite machine. Vous écrivez votre réseau de neurones, 10 lignes, vous lui demandez de converger, vous avez le résultat à l'écran. J'ai pas osé le faire en ligne, en plus comme c'est pas mon PC, ça marchera pas. Voilà, donc c'est très ancien. On sait toujours pas exactement pourquoi ça fonctionne. C'est très très mystérieux parce que c'est quand même des calculs, produits scalaires, produits matrices vecteurs, donc des produits scalaires, des fonctions d'activation. Puis alors après, il y a toute une mécanique, hein. Vous avez des gens qui vont mettre des zéros, par exemple, pour voir si le truc résiste, et puis ils recalculent, et ainsi de suite. C'est pas le but aujourd'hui de vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec. En voilà un peu plus compliqué où j'ai mis ce qu'on appelle un biais, c'est-à-dire le gros défaut de certains algos, c'est si vos données sont super propres, en fait, il va surapprendre vos données, mais il va se planter à chaque fois que vous allez lui donner quelque chose qui est très loin de votre jeu de données. Et donc, ça sert à rien, en fait. Donc, si vous faites pas, vous n'êtes pas un spécialiste, il faut faire très attention aux premiers essais que vous faites. Il faut vraiment apprendre à aller fouiller dans tous les hyperparamètres. Voilà. Et un de mes préférés,
Parce que quand je l'ai découvert, je dis waouh, c'est quand même. Voilà. Donc, en entrée, n'importe quoi, un vecteur. En sortie, le même vecteur. C'est pour ça que ça marche en général assez bien. Et vous dites, je vais compresser mon entrée avec un encodeur qui va être en fait un réseau de neurones, hein, je ne l'ai pas mis. Puis vous allez récupérer un vecteur. Vous choisissez la taille du vecteur. Vous dites par exemple, j'ai une image de 10 mégas. Je veux un vecteur de 128 flottants. Ce vecteur va représenter l'image. Et vous dites, bah, je veux que quand je décompresse, donc un autre réseau de neurones, qui en plus n'a même pas l'obligation d'être symétrique de celui-là, je veux l'image en sortie. Quand je dis image, vous pouvez mettre un texte en entrée. Et donc, du coup, vous dites, bah, une fois que j'ai calculé ça, et ça fonctionne en général assez bien parce que bah, la sortie est identique à l'entrée, donc c'est pas très compliqué de générer un jeu de données. Vous dites, bah, maintenant, je vais prendre un vecteur qui n'existe pas dans mon jeu de données et je vais le mettre en entrée ici. Je récupère quoi? Bah, j'ai généré quelque chose. C'est le début. Alors, c'est une vision très simplifiée des LLM. Vous avez mis un texte en entrée de 10 pages, vous en avez mis 1 milliard. Vous avez un vecteur, je prends un vecteur, je change la deuxième décimale de tous les nombres, je demande de décoder, j'ai un autre texte. Il y aura probablement plein de fautes, plein de mots qui n'existent pas, parce qu'après ils vont nettoyer, patati patata. Mais ça, c'est, bah pour moi, je trouve ça génial. Enfin, je sais pas. Ça marche avec à peu près n'importe quoi. Et c'est plus facile à comprendre, à mon avis, que les grands réseaux de neurones qui sont quand même très, très mystérieux, quoi. On va avancer dans l'ordre. Alors, bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous se disent, tiens, je vais rentrer chez moi, je vais m'y mettre, je vais faire un super logiciel. Alors, il vous faut une stratégie, c'est-à-dire, vous pouvez essayer au début, comme nous, hein, je le reconnais, nous, pendant 6 mois, on s'est amusé, on a dit, on va signer dans 6 mois, comme ça on est tranquille, avec la DGA. Et pendant 6 mois, ben, on s'est amusé à essayer des algos, aller voir des gens. Bon, on va dire, on a prospecté. Parce que si vous arrivez vierge de toute information, il faut quand même un peu d'entraînement, on va dire. Donc, au départ, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez utiliser, il vous faut un vecteur de caractéristiques. C'est-à-dire, à part quelques algorithmes, comme le réseau de neurones, pardon, l'auto-encodeur, qui ne nécessite pas de vecteur de caractéristiques, vous mettez les données brutes, c'est pour ça que moi je l'aime bien. Il faut ce qu'on va appeler un vecteur de caractéristiques. En anglais, c'est feature vector. Donc, c'est un boulot maintenant inventé par c'est une fonction, c'est un métier, euh, feature vector engineer chez DeepMind. Donc, ça revient à dire, j'ai un gros paquet de données. Quel est le vecteur de nombres hein, qui vont le représenter au mieux? Donc, ça dépend pour moi de la question que vous posez. Ensuite, vous allez définir, alors l'intérêt, c'est que vous avez deux vecteurs, bah, immédiatement, vous avez une distance entre les deux vecteurs, c'est basiquement la distance euclidienne, qui n'est pas forcément la meilleure distance pour votre projet, mais ça, encore une fois, il faut apprendre. Et donc, vous allez avoir une similarité sur vos données d'origine, qui n'est pas forcément très bonne, hein, mais bah, en général, c'est tout ce que vous aurez. Et puis après, bah, vous allez fournir ces vecteurs aux algorithmes que vous avez choisis. Et après vient la phase la plus difficile. J'aurais dû mettre une flèche, mais j'ai pas eu le temps. Parce qu'en fait, vous allez comprendre que vos premiers calculs, c'est du bruit, parce que vous avez oublié quelque chose, pati pata. Vous allez faire un changement, vous allez dire, ah, on va tout recommencer. Et une fois que votre flow est en ligne, nous, c'est ce qu'on a fait, hein. On est parti avec un vecteur de caractéristiques d'une naïveté totale. On avait mis 10 valeurs pour caractériser un malware. Vous imaginez bien que c'est pas assez, mais ça donne des idées. Puis après, on a découvert des choses très étranges dans les données qu'on avait. Je vais donner quelques exemples après. Du coup, on s'est mis à un moment donné à itérer comme ça. Mais à un moment, faut faire attention parce que vous pouvez ne plus jamais vous arrêter. À la fin, on avait un vecteur de caractéristiques mais monstrueux quand j'ai fait une erreur dans le fichier que je devais envoyer pour la recette du projet. J'ai mis un fichier JSON complet à la fin. J'avais juste oublié que ça faisait 120 pages pour un malware. Mais je voulais qu'ils aient une vision papier du résultat, alors qu'au début, je vous dis, on était à 10 valeurs. Alors, il faut prendre des algos. Alors là, voilà, Camille, qui encore une fois est très ancien, hein, Camille, je crois. Moi, j'aime bien chercher l'historique des algos. Il y a un papier en français en 53 que les Américains ignorent. 53, 1953, c'est vieux, hein. Aujourd'hui, vous avez plein de variantes. Ça marche très bien, mais enfin, c'est-à-dire ça renvoie toujours un résultat, plus exactement. Bon, là, c'est facile, hein. J'ai coloré. C'est le résultat d'ailleurs de Camille, hein. J'ai dit, bah, donne-moi une couleur par groupe. Bon, on voit bien qu'il y a trois couleurs, trois groupes. Là,
il a commencé à avoir des petits points noirs que l'algorithme, je lui ai demandé d'arrêter l'itération et de dire, voilà, qu'est-ce qui reste encore un peu ambigu. Bon, bah, celui-là, à la limite, vous allez dire, ouais, il est purple, enfin, violet, je crois. Celui-là, et vous aurez tout le temps des données comme ça. Celui-là, bah, alors, si vous dites c'est un malware qui est représenté par un nombre à deux dimensions, soit c'est un malware super bizarre dont vous avez qu'un seul exemplaire, c'est à vous d'aller regarder, c'est pas l'algorithme qui va vous le dire. Il vous dit juste, moi, j'arrive pas à le mettre dans une couleur. Ça, c'est déjà compliqué. Ça, c'est le monde réel. Voilà, ça, c'est des vraies données. Je sais plus ce que c'est. Volontairement, j'oublie comment j'ai fait les calculs. C'est dans ma base d'images. Je sais pas ce que c'est. C'est probablement un problème multidimensionnel. J'ai demandé de le projeter en 2D avec une réduction de dimension, patati patata. Bon, bah là, il a mis une couleur. Je lui ai dit, va jusqu'au bout. On est bien d'accord que ce vert-là, vous le mettez un dixième de millimètre à droite, il va devenir rouge. Bah, ça, c'est le monde réel. Donc, quand vous avez des gens qui font des calculs sans savoir ce qu'ils font, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont dire, ah, bah, c'est super, j'ai trois groupes. Voilà. Et puis ça, c'est encore pire, c'est là, je lui ai dit d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire j'ai fait les calculs en dimension 3 ou 4 ou 5, je sais plus, et je les ai projetés en dimension 2. Et vous voyez qu'ici, bah, en fait, en dimension 3, ce point-là, il est de ce groupe-là, mais quand vous le mettez en dimension 2, si vous refaites les calculs, c'est ce que je n'ai pas fait justement, il y a un problème. Mais ça, c'est le monde réel. Vous aurez toujours ce genre de problème, quels que soient les algorithmes que vous allez utiliser. Clusterisation à grande échelle. Alors, je vais pas vous dire tout ce qu'on a fait, hein. Ouais, j'ai un peu détaillé quand même, hein. Alors, résumé. Il y a deux grandes familles d'algorithmes. Là, on le voit pas, mais c'est non supervisé. Vous avez des algorithmes supervisés. C'est super, vous êtes content. Vous avez des données et chaque donnée a des informations. Typiquement, vous avez un fichier, vous savez que c'est un malware, vous savez que c'est un goodware. C'est facile. Oui, mais ça veut dire que quelqu'un les a labellisés. Donc là, les ennuis commencent. Avoir un bon jeu de données, bah, si vous l'avez pas chez vous, les gens n'aiment pas se partager les jeux de données. Nous, au début, on s'est dit, on va récupérer 10 millions de malware, ça va être facile, on va demander à tous ceux qu'on connaît, notre réseau. Non. Il y a un type qui est arrivé avec 2 300 000 malware, qui était embauché par la boîte avec qui on travaillait. C'est écrit quelque part, c'était Sequoia. Et on a suggéré à Sequoia que ça serait bien de l'embaucher pour qu'on ait son disque dur avec les 2 300 000 malware, qui sont toujours d'ailleurs chez moi, qui sont un peu vieux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tous les gens vous disent, ah non, je peux pas te donner. J'étais voir Google, ils m'ont dit oui, bien sûr, on va vous aider. C'est bien comme projet. J'ai dit, tu m'en donnes combien? J'ai dit, je t'en donne aucun qui me fait. On ne donne pas les malwares. Ben, il dit, ouais, mais la DGA, pareil, la DGA dit, ah non, on ne va pas vous donner les malwares qu'on a. On en a, oui, mais on ne va pas vous les donner. Et donc, vous vous rendez compte que sans donner, vous n'aurez rien, évidemment, hein. Donc, en théorie, bah, ça marche, ça vous aide et ça vous force même à comprendre vos données. En pratique, il vous faut quand même une puissance de calcul raisonnable. Et puis, vous devez bah, nettoyer vos données. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut les apprivoiser. Et donc, le Graal aujourd'hui, c'est la phrase qui a disparu, là, les algorithmes non supervisés. C'est-à-dire que vous avez des données brutes et vous voudriez trouver quelque chose dedans. Bah, ça marche pas tout le temps. Alors, la clusterisation. En français, malheureusement, c'est classification automatique, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est toujours perturbant. Donc, on veut partitionner en classes. On exige en général que les classes soient distinctes. Encore qu'il y a des algos qui disent un élément peut appartenir moitié à une classe et moitié à une autre. Ils sont pas faciles à utiliser, cela. Et puis, le critère de regroupement, ben, il faut définir votre fonction de similarité. Ça, c'est votre boulot. Il n'y a aucun bouquin, aucun manuel, aucun tuto qui vous dira ce que vous devez faire. Alors voilà ce que nous, on voulait faire, c'était bah, déjà prendre des malwares labellisés, c'est-à-dire qu'on sait que c'est des malwares, éventuellement mettre dans le jeu de données des logiciels qui ne sont pas des malwares pour qu'on puisse voir si nos algos fonctionnent. Et l'idée au départ, c'est on enrichit cette base, ce jeu de données, pour à un moment donné voir un nouveau malware et décider dans quelle famille en fait on va le placer. Alors il y a plein d'images qui traînent sur le web. Si vous voulez regarder un résultat intéressant, il y a Zinamix. Zinamix a disparu. C'était une boîte que je trouvais assez géniale, mais elle a été rachetée par Google. Et Dynamics avait un logiciel qui était un plugin IDEA Pro de comparaison de logiciels exécutables, mais donc de malware, hein, tout le monde l'utilisait comme ça, qui coûtait $200. Un jour, je dis, bon, bah, je vais finir par l'acheter, hein, je ne voulais pas le pirater.
Et en fait, Dynamics, à l'époque, était déjà racheté par Google et impossible de payer. J'essaye avec ma boîte, ça ne marche pas. 2 jours après, il y a mon collègue qui me dit, c'est marrant, il y a Dynamics, ils ont dit sur ce matin qu'ils faisaient le logiciel gratuit. Ils ont dû se dire, il y a un pauvre demeuré qui essaye de l'acheter alors qu'on ne le vend plus. Et donc, ça a utilisé la structure d'un malware sous forme de graphe et il comparait les graphes. Si vous regardez, il y a un article de... Alors, son vrai nom, c'est Thomas Dulien, son pseudo, c'est Alvar Flake. 2005, Stick, quand il a dit comparer des malwares, ça peut se faire en comparaison des graphes. C'est pour ça que depuis, je m'amuse à mettre des graphes dans la comparaison de malware de ce jour-là, parce que je suis un fan des graphes. Voilà. Donc, les problèmes, bah, faut faire un peu de maths, hein. J'en ai pas mis, moi, j'ai mis aucune équation, hein, j'étais gentil. Aujourd'hui, il faut faire un peu de maths. C'est-à-dire, si vous ne savez pas ce que c'est un algorithme d'optimisation, c'est la boîte noire qui va décider pour vous. Ça peut mettre 3 jours, 3 mois, vous ne le savez pas. Alors que si vous comprenez un petit peu ce que vous faites, vous pouvez choisir certains des hyperparamètres. C'est-à-dire, il faut s'entraîner, il faut entraîner votre algo avant de le lancer réellement sur les données. On peut passer l'algèbre linéaire numérique si vraiment c'est pas votre truc, parce que c'est la boîte noire qui va s'en occuper. Mais il faut comprendre quand même à un moment donné que ça prend du temps. C'est-à-dire, quand vous faites une matrice 1000 fois un vecteur, ça fait 1 milliard d'opérations. Donc, à chaque itération, chaque couche, bon, bah, et ainsi de suite. Vecteur de caractéristiques, comme j'ai dit, bah, c'est à vous de le choisir. Et puis pour nous, bah, naïvement, on a pris un parseur. Hein. Bah, un parseur écrit par un des cofondateurs de Dynamics, il n'y a pas de miracle. Hein. Ennio, j'ai oublié son prénom, son nom. Ennio Carrera, oui, c'est ça. Et puis, surprise, il y a le parseur qui crache sur 10% des malwares. Bon, on se dit, on va les enlever. Ouais. Bah non, on les enlève pas, on n'en a déjà pas beaucoup, 2,3 millions, c'est pas assez. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des malwares qui ont mis des caractères spéciaux dans les noms de fonctions qui plantent le parseur. Parce que le parseur est open source. Alors évidemment, bah, du coup, vous réécrivez un parseur. C'est ce que mon collègue a fait, hein. Il a réécrit un parseur. Et puis là, on a découvert on s'est dit, c'est bizarre quand même. Nous, on s'attendait aux sections classiques. Hein, texte, data, pati, pata. Ah non, pas du tout. Puis d'un seul coup, vous dites, bah, on va regarder le nombre de sections. Faut une distance ou une similarité. Bah, nous, on s'est dit, ça va être compliqué parce que si vous avez 1 million enfin, simplifions, 1 million de malware, vous voulez calculer la similarité ou une distance, bah, ça vous fait 10 puissance 12. Voilà, ça commence à être compliqué. Donc, il faut faire autre chose. Alors, c'est un peu compliqué ce que nous, on a décidé. C'est-à-dire, on est passé par les graphes. On s'est dit, on va faire un graphe creux. On va pas calculer toutes les distances 2 à 2. On va pré-clusteriser. On va calculer certaines des distances, enfin, des similarités, mais je veux dire distances pour simplifier, dans chaque groupe, qui est pas trop gros. S'il est trop gros, on le rescinde et ainsi de suite, pour à la fin, avoir un graphe dit creux, c'est-à-dire très peu d'arêtes par rapport, à n carré. Et pourquoi? Parce que sinon, les algos fonctionnent pas. Les algos de graphes fonctionnent pas. Et après, vous choisissez le meilleur algorithme. Donc, on a essayé Camis. Bah, Camis, il est bien, il marche bien, mais il est probabiliste déjà. Donc, on va vous exécuter 2 fois de suite, c'est pas le même résultat. Et puis surtout, il n'aime pas les grandes dimensions et le grand nombre de vecteurs parce qu'il fait des calculs tout le temps. Donc, on fait un peu de Camis et un peu de DBScan, qui est un algo très peu connu, mais qu'on a découvert en lisant la doc de Scikit, hein, je le reconnais. C'est Density Based Scan. Et lui, il fait pas comme Camille, c'est-à-dire il fait comme un serpent, c'est assez bizarre de le voir s'exécuter quand on affiche les résultats. Ça marche très très bien quand votre jeu de données est propre. Ça marche évidemment moins bien quand votre jeu de données est pas propre, mais il est complémentaire, c'est-à-dire il faut aussi apprendre à utiliser plusieurs algos et à les mettre ensemble, même si au départ ils sont pas faits pour ça. DBSCAN passe très bien à l'échelle, c'est-à-dire vous lui donnez 1 million d'objets, il arrive à faire des calculs parce que des Camins commencent à avoir du mal à faire. Apprentissage profond, hein, machine learning. Bon, il faudra essayer plusieurs trucs. Et puis, si vous êtes courageux, nous, c'est ce qu'on a fait. On est passé au graphe, donc Louvain, calcul de communauté, il est génial. Hein, Louvain, c'est un des grands algorithmes des 20 dernières années. Il est rapide, il est incompréhensible au premier abord, mais quand vous regardez comment il fonctionne, vous dites c'est magique. Ça marche très très bien. Vous lui donnez un graphe de 100 millions de nœuds, un vrai graphe du web, ce que j'appelle les graphes du monde réel, en quelques minutes, avec un programme en C, hein, pas en Python. Il va vous calculer des communautés qui ressemblent aux communautés que Camille va calculer.
Et il est légèrement probabiliste, mais on peut le rendre déterministe. Le problème, c'est qu'il faut le graphe, quoi. Voilà. Une fois que vous avez le graphe, vous pouvez faire ce que vous voulez et comparer avec Cummins. Ah, voilà. Donc après, ça donne ces petites images. Voilà. Le blob, c'est ce qu'on avait appelé notre ensemble de malware, si vous ne savez pas comment le nommer. Vous parsez, vous récupérez pour chaque malware un fichier JSON, vous en extrayez votre vecteur de caractéristiques, vous normalisez. Ça, c'est hyper important. Au début, on ne l'avait pas fait. Voilà, je donne un exemple, le nombre de sections. Je dis, bon, bah, c'est entre 4 et 10. Alors déjà, c'est vrai pour les logiciels standards. Sauf que nous, on a découvert un malware qui avait 0 section. Je n'ai toujours pas compris comment il marche, hein. Et on a découvert un malware avec 90 sections. Ça, c'était un malware spécial anti-parseur. Puis on s'est dit, waouh, oui, mais alors du coup, si vous mettez 90 dans votre vecteur et que vous faites une distance, ça écrase l'entropie, par exemple. Donc il faut normaliser tout le temps. C'est fait automatiquement dans Scikit avec la bonne fonction quand vous choisissez. Voilà. Et après, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. On prend deux malwares, on calcule le vecteur, on calcule la distance entre les vecteurs, ça donne la similarité. Et après, on peut changer ce truc-là et ainsi de suite. Et on commence à avoir des résultats, disons, pas trop débiles. Mais c'est pas le Graal, hein. Ça veut dire, pourquoi ça fait ça? Là, il repart en arrière, hein. Clique, parce que tu te en plein milieu. C'est spécial, hein. Et là, il veut même plus Moi, j'ai avancer. toujours une souris, hein, dans mon sac. Je l'avais à l'école. Ah, voilà, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on arrive à la fin encore. Voilà. Voilà, ok. Donc certains parseurs n'appréciaient pas les sections avec des noms étranges, qui, je pense, étaient fait exprès, hein. Ça donne PE2JSON, écrit par Sébastien Larigné, à partir, si mes souvenirs sont bons, du code en Python 2 de Ennio Carrera, et il l'a réécrit en Python 3, et ça marche. Vous pouvez le trouver en ligne assez facilement. Mais Appuie au milieu du. Ah, voilà. On a un exemple de ce qu'on peut récupérer. Donc, sur le vrai blob au départ, un peu plus de 8 millions de sections dans l'ensemble des malwares, hein. Sauf que quand vous regardez les nombres de sections différentes, il n'y en a que 2,7 millions. Donc, il y a des sections qu'on retrouve complètement dans plein de malwares. Les noms de sections, ça aussi, ça a 97 000. Donc, il y en a beaucoup, mais à la fois pour 2 300 000, c'est peu, hein. Le nombre minimum de sections 0, le nombre maximum 90. Et on a même trouvé une section où il n'y avait rien dedans. Je pense que c'est juste pour pénaliser les parseurs. Et on a trouvé ça. Alors, évidemment, mes collègues me disent: qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, bah, c'est joli ça. C'est proche de puissance 32. En prenez Mathematica, vous vous rendez compte que le parseur a dit qu'il y a une section qui comporte 4 milliards 294 milliards, gna, 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 gna. Et moi j'ai dit c'est probablement une blague parce que ça fait 2 puissance 32 moins 2 puissance 9. Et que le fichier faisait pas 4 gigas. Sur le touchpad. Voilà. Et donc ça donne, alors bon, on le voit là ici, ça c'est l'histogramme du nombre de sections. Donc on voit bien que 3, 4, 5, bah, ça gagne, hein, c'est standard. Mais vous avez presque toutes les valeurs entre 0 et 90 qui ont au moins un représentant. Donc j'imagine que si vous êtes capable de refaire les calculs sur 100 millions de malwares, vous allez avoir plein de surprises. Bon, même si aujourd'hui je suis passé un peu à autre chose. Là, j'ai fait 2 fois au même endroit, il est revenu en arrière quand même, hein. C'est assez rigolo. Ah bah si, on y arrive. Non, non, Alors, mais c'est une intrusion des Chinois. bon, donc si vous voulez développer un projet, même si c'est pas pour en faire un service ou un logiciel professionnel, hein, vous devez récupérer des données, vous devez apprendre à les nettoyer. Bon, c'est compliqué, hein. Quand vous supprimez une donnée, il faut pas faire comme les entreprises de médicaments qui disent ouais, là, le résultat, il est pas bon, mais si on enlève 3 dossiers, du coup, ça passe. Et là, vous trichez avec vous-même.
pense que c'est pas une bonne idée si vous voulez que votre truc il serve à quelque chose. Par exemple, on a vu des malwares qui avaient juste un nom différent. Bon, est-ce que c'est utile de faire des calculs dessus? Ben non, c'est une statistique faite, effectivement, mais elle n'est pas utile. C'est pas utile de laisser ces données qui vont compliquer vos calculs. Normaliser les données, donc en fonction de. Alors nous, on a rajouté, c'est pour ça que je vous dis, hein, au début, on s'est dit, bon, on va mettre l'entropie du fichier, c'est évident. Ouais, mais c'est insuffisant parce que quand vous avez plein de sections, ben, on a mis l'entropie de chaque section. On a même été, je crois, la dernière semaine, on était à deux doigts de mettre l'entropie du nom de chaque section parce qu'il y avait des noms qui étaient un peu longs. C'est à vous. Vous avez le droit, ça complique les calculs, mais ça les complique, comment dire? Ça augmente le temps de calcul, ça les complique pas vraiment. Camille, que vous lui donniez 1000 dimensions ou 1001, il va faire la même chose, entre guillemets. Il va juste prendre un peu plus de temps. Et vous devez explorer vos données. Moi, je dis, il faut les apprivoiser. C'est vos données qui vont gagner, hein. Vous vous trompez pas, hein. Pas vous qui allez gagner. Elles vont accepter de Je dis, elles vont accepter de vous dire ce que vous cherchez si vous les traitez correctement. Bon, je n'ai pas trouvé comment mettre ça dans ça, mais si vous avez compris ce que je veux dire. Non, il revient en arrière. Voilà. Après, vous devez, le plus difficile, hein, c'est le vecteur de caractéristiques. Je vous dis avec Scikit, Keras. Keras, c'est génial. Il y a une quantité phénoménale d'algorithmes. Vous avez même des algorithmes qui vous aident à choisir les fameux hyperparamètres. Votre pas de convergence, machin, tout ça, vous savez pas le faire. Vous avez un truc qui dit, bon, je me ferai une grille, je vais faire plein de calculs et je vais choisir le meilleur hyperparamètre pour vous. Parce que vous savez pas comment on fait. C'est vraiment une bibliothèque, je pense qu'il mériterait le prix Turing, selon moi. Mais enfin. Et puis, vous devez, je l'ai mis entre les deux exprès, vous devez maîtriser le passage à l'échelle. Ça, c'est le plus compliqué, c'est-à-dire, vous ne comprenez pas vos algos, ils vont vous prendre à contre-pied. Est-ce qu'ils sont à n carré ou à n cube? Bon, ils sont à n cube, c'est mort. N carré, ça peut encore passer si votre jeu de données n'est pas très grand. Mais si vous lancez un calcul en n carré sur un gros jeu de données, ben, vous n'aurez pas de résultat parce que ça va prendre un temps infini, enfin, à l'échelle humaine. Ça veut dire que vous devez quand même comprendre les algos que vous lancez. Camine sur 100 millions, vous pouvez le faire. J'ai une version qui traîne d'un Camins qu'on a appelé Automins, où on lui donne 100 millions de vecteurs à deux composantes, hein, et en moins de 3 secondes sur mon PC, il rend le résultat. Mais ça ne marche pas dès que vous mettez 1000. Vous devez réviser un peu vos maths hein, pour comprendre les algos, choisir les algorithmes, ça c'est évident, hein. Et puis, comme je dis toujours, bah, il n'y a pas de magie, hein, vous devez avoir une petite idée de ce que vous cherchez. Et le dernier conseil, entre guillemets, c'est un processus itératif, c'est-à-dire que c'est pas en une semaine que vous allez faire ça, vous allez itérer. Vous allez apprendre à vos données, et puis vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas compris, vous avez oublié ceci, vous avez oublié cela. C'est pas grave, vous itérez, vous revenez en arrière, vous faites des tests, vous choisissez les hyperparamètres. C'est très agaçant ton truc là. Voilà. Alors, je suis à l'UECA, stage, alternance, il y a mon mail, hein, si vous ne l'avez pas. Donc, je suis le responsable du nouveau bachelor en cyber. Alors, j'ai fait exprès de le mettre là pour être sûr de le montrer, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Voilà. Vous voulez comprendre? Plongez, allez là. J'ai découvert ça la semaine dernière. C'est une page GitHub qui est hallucinante. Il a fait un boulot mais colossal. Et vous avez ça. Et c'est génial. Vous avez des jeux de données. Donc, il a tout répertorié, enfin, tout ce qui est connu, tout ce qu'il connaît, pardon. Les papiers, bah, vous allez trouver votre bonheur, hein. Ça va de malware, enfin, faire des trucs sur les malwares, faire des trucs sur les images, les bouquins, les tutoriaux, les cours. C'est un boulot mais colossal. Il y a des pages et des pages. Et je pense que pour l'instant, c'est la meilleure page que vous pouvez aller voir si vous voulez plonger dedans. Ne vous noyez pas. Lisez quand même un peu les papiers avant de passer au dataset. Et puis des références, certes anciennes, mais qui sont toujours d'actualité. Vous voulez plonger avec un bouquin en français, celui-là est pas mal, mais prenez la dernière version. J'ai oublié d'enlever 2017. L'article fondateur du deep learning, c'est les trois pirates qui ont dit aux organisateurs, vous n'avez rien compris, on va le faire ailleurs. Le ministre database, c'est pas la peine d'aller la télécharger, elle est dans Scikit si vous prenez la version complète.
Et puis, mon préféré qu'on voit pas, c'est le fondateur, enfin le créateur de Keras. Son bouquin suffit pour une première approche. C'est super bien fait et vous avez tous les codes en ligne, évidemment, hein. C'est que des notebooks. Si vous voulez plonger dans les malwares, il y a Ember qui a fait un dataset qui est pas mal. Alors, ils mettent pas les malwares, hein. Ils vous mettent les vecteurs de caractéristiques, ce qui est malin. Un petit ensemble Zozo qu'on a utilisé pour faire des TP avec les élèves. Une fois que vous comprenez comment ça marche, il n'y a pas de problème, hein. Ça a donné une petite conf de Sébastien à Hack.lu. Il a même fait du training, je l'ai vu à BotConf, il me semble faire un truc et tout. Euh, Joshua Sachs, alors ça c'est un de mes auteurs préférés. Il y a un moment, je fais souvent des confs comme ça, et y compris des confs pour les lycéens, les étudiants d'autres écoles, tout ça, et j'avais inventé, je croyais avoir inventé, le réseau social des malwares. Je dis en fait, c'est ça qu'on fait dans notre projet. On essaie de comprendre les relations d'amitié ou je connais pas le contraire d'amitié pour des malwares, mais et puis il y a quelqu'un qui me dit comment tu traduirais ça en français? Bah, social network of malware. Et on va sur Internet, social network of malware. Lui, il l'a fait un an avant moi. Et ces articles sont très algorithmiques, mais utiles. Voilà. Alors il va souvent à, c'est un habitué de Black Hat. Et c'est vraiment très intéressant. Il a une compréhension des algorithmes de l'IA qui sont redoutables. Voilà. J'ai dépassé ou pas? C'est bon parce que Jérôme vient d'arriver. Très bien. Ah, d'accord. L'enchaînement est parfait. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Sinon, vous allez pouvoir discuter avec. Tu restes un peu avec nous, Ouais, Robert. ouais.